Bonsoir à toutes et à tous. TV Vendée vous propose à nouveau ce soir une édition spéciale consacrée à la tempête Xynthia et surtout évidemment à ses conséquences. Une tempête qui a fait une nouvelle victime aujourd'hui puisqu'on a découvert un nouveau corps à la Faute-sur-Mer. On n'en sait pas plus pour l'instant sur les circonstances de cette découverte, mais le bilan s'établit donc désormais à 28 morts et 3 personnes disparues. On a appris par ailleurs aujourd'hui qu'une famille composée de 2 praticiens du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, un urgentiste et une gériatre, avait été décimée par la catastrophe car l'épouse ainsi qu'un enfant du couple est décédé, un autre est porté disparu. Le père a pu en revanche sauver l'une de ses filles en s'échappant par le toit de la maison. Cette famille était partie passer le week-end au bord de la mer. 45 plongeurs continuent pour l'instant à sonder toujours les maisons submergées, aidés en cela par 200 gendarmes et 200 hélicoptères, et puis une cinquantaine d'embarcations de secours sont également mobilisées. Nous allons revenir au cours de cette édition spéciale très largement sur ce qui s'est passé cette journée. Edwige Richard va nous rejoindre dans un instant sur ce plateau. Elle était aujourd'hui à la Faute-sur-Mer. Elle a rencontré des habitants et qui sont retournés dans leur maison. Et puis nous verrons aussi quelle est l'entraide entre les habitants de la Faute-sur-Mer. Aïda Valceanu, qui est déjà en plateau avec nous. Bonsoir Aïda. Bonsoir. Est allée à la rencontre des agriculteurs car le bilan est assez terrible pour ces professions. Vous le verrez tout à l'heure. On vous donnera des chiffres qui sont très impressionnants et très inquiétants pour les années à venir. Des invités bien sûr en plateau. Lorraine Pinault, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole à la Croix-Rouge et vous étiez ces dernières heures au centre d'hébergement à l'Aiguillon-sur-Mer, un centre d'hébergement qui a priori, mais vous allez nous le confirmer dans un instant, est désormais fermé puisque toutes les familles ont pu être relogées. Famille, par exemple, vous-même, Marie, Mireille et Christian Missler. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie vraiment et très sincèrement d'être là sur ce plateau ce soir et d'avoir accepté de venir témoigner ici. Vous résidez à la Faute-sur-Mer, à l'année, et vous étiez donc samedi soir, dans la nuit, dans votre maison. Vous êtes aujourd'hui hébergé dans votre belle famille à Champ-Saint-Père, qui a bien voulu vous héberger. Alors on va revenir avec vous sur cette nuit terrible. Il était quelle heure lorsque vous avez entendu, et comment d'abord avez-vous entendu que l'eau envahissait votre maison ? Mais en fin de compte, avant que l'eau n'envahisse notre maison, à 3 heures du matin, on a entendu un bruit monstrueux. En fin de compte, c'est l'arbre qui est juste en face de la maison, à 3 mètres, là, qui a cassé. Et dans mon demi-sommeil, j'ai cru que l'arbre tombait sur la maison, tellement le fracas était extraordinaire. Je me suis dit, ça y est, l'arbre se couche en travers du toit. Et puis, donc, je me suis levé. J'ai quand même été voir, malgré le vent, j'ai ouvert le volet, la porte et le volet. Et j'ai vu qu'en fin de compte, l'arbre avait simplement glissé sur la façade sans rien casser du tout. Donc j'ai dit à ma femme non, c'est l'arbre qui est tombé, c'est pas grave, il bloque les fenêtres, on peut pas ouvrir les volets et les fenêtres à côté. Bon, on va se recoucher. Et c'est une heure après. Recoucher parce que il n'y avait pas une goutte d'eau à 3 heures. Et mais pardonnez-moi, juste avant déjà, vous saviez qu'il y avait une alerte. Est-ce que vous n'étiez pas dans l'inquiétude, dans un état d'inquiétude particulier ? C'est-à-dire que nous, pour moi, si vous voulez, la signification de l'alerte rouge, c'était de ne pas prendre la voiture et de rester chez soi. D'accord. C'est là que vous vous sentiez le plus en sécurité. Voilà, alors que finalement, la veille, on aurait pu aller à Champ-Saint-Père. Oui. Mais voilà. Alors c'était assez imprévisible de toute façon, avec une conjonction d'autant de facteurs. Et comme il n'y avait pas une goutte d'eau au moment où l'arbre est tombé, je pense que c'était un peu plus tôt que ce que dit mon mari. Du coup, on a dit c'est que l'arbre qui est tombé, on a bien tout refermé et on est allé se recoucher, mais on ne dormait pas en fait. Et donc c'est une heure après que l'eau est arrivée dans la maison. On n'a pas entendu l'eau tout de suite. Ouais. Moi j'ai entendu dans un demi-sommeil comme ça une rupture de canalisation. Moi j'ai pensé c'est une rupture de canalisation. Alors en pensant à l'arbre, je me dis ça a dû taper sur quelque chose et il y a une canalisation d'eau qui a éclaté. Donc j'ai tout de suite pensé d'abord au chauffe-eau. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être là le point le plus fragile où il y a toutes les canalisations qui arrivent. Je vais pour monter, puis en passant dans le salon, l'eau était déjà à un tiers de la fenêtre en bas et passait sur les côtés, mais avec une pression extraordinaire. Ah oui. À flot. Elle n'était pas en très bon état, elle n'est pas très étanche. Et vous sentiez le courant, quoi. Voilà, la puissance de l'eau. Oui. Voilà. Et puis on voyait l'eau monter à une vitesse extraordinaire au travers de la fenêtre, quoi. Ouais.
Vous avez alors la chance, si je puis dire, d'avoir une maison à étage. Donc vous avez une mezzanine, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. En bois, oui. Donc vous êtes monté immédiatement vous j'ai monté en notre fils handicapé. Je l'ai monté tout de suite au premier étage. Ouais. Ça a été difficile parce qu'il n'acceptait pas trop facilement de pouvoir monter, de quitter sa chambre, parce que c'est sa chambre, c'est toutes ses affaires et tout ça. Mais bon, l'eau était déjà arrivée au niveau de son matelas, et donc je l'ai monté, je l'ai installé là-haut. Il a eu du mal à rester, il voulait absolument revenir dans sa chambre, et à ce moment-là, l'eau montée, on avait à ce moment-là pratiquement 1,50 m d'eau dans la maison, quoi. Et alors là, Mireille, vous avez pris une décision qui est assez incroyable, c'est que vous avez dit, je vais aller chercher les secours, donc vous avez quitté votre maison, votre mari et votre fils. C'est-à-dire que, sachant que j'avais un enfant autiste très déficitaire qui ne pouvait pas se mouvoir, qui ne savait pas nager, quand j'ai vu à quelle vitesse montait l'eau, je me suis dit, dans 2 heures, on est engloutis. Donc je me suis dit, il faut qu'il y en ait au moins un qui arrive à être à l'extérieur, et ça peut pas être Christian. Compte tenu de nos gabarits, je me sentais moins capable, en cas de problème, de ne pas me noyer, et donc de me mettre sur un toit ou quelque chose comme ça, et d'essayer d'avoir des secours, peut-être pas dans l'immédiat, mais au moment du lever du jour. Donc c'est effectivement ce qui s'est passé, et donc finalement j'ai pas pu faire plus de 50 mètres jusqu'à ce qu'il fasse jour, et je me suis Vous ne saviez pas ce qui vous attendait dehors, vous ne saviez pas s'il allait pas y avoir une nouvelle vague qui allait arriver? Non, pas du tout, mais je savais que je pouvais monter sur le toit de mon voisin. D'accord. Donc, si vous voulez... Vous avez fait 50 mètres, vous êtes arrêté chez le voisin. Voilà, c'est ça. Vous êtes rentré dans la maison? Non, je me suis mis sur son muret d'abord, et puis ensuite, il s'est mis à pleuvoir un peu, et là, je me suis dit non, il faut pas qu'il pleuve, et je commençais à grelotter, ça faisait à peu près 1h30 que j'étais sur le muret, donc je me suis réfugiée sur sa table, qu'il y avait un petit auvent, donc j'avais moins froid. Et puis j'ai attendu que mon voisin, finalement, donne signe de vie et se réveille, parce que ça ne servait à rien que je l'embête, parce que je savais que lui, par contre, devait avoir pas plus de 30 cm dans sa maison, la situation de la maison. Que je connaissais. Donc du coup voilà. Et vous avez attendu combien de temps avant ensuite de quitter cet endroit? Alors il est venu avec un escabeau au lever du jour, et il m'a gentiment permis de me réchauffer chez lui. Et puis ensuite un autre voisin est venu lui dire que lui, à 30 mètres plus loin du côté de la Pinède, il n'avait rien. Et là j'ai dit écoutez, alors dans ce cas-là, moi je repars chercher des secours. Et donc, je suis partie avec le pyjama qu'elle m'avait donné. Et vous êtes allé à la rencontre des secours. Et alors là, vous leur avez dit qu'il y avait urgence. Bleu, donc je les ai retrouvés au Flot Bleu, et je leur ai signalé la situation de mon mari, mais aussi de tous les autres habitants du coin, et qui étaient sur les toits et qui appelaient aux étages, etc., depuis 4 heures du matin. Dans quel état étiez-vous, Monsieur Missler, vous? Moi, j'étais très très inquiet, bien sûr. Bon, d'un côté, il fallait absolument que mon fils reste au premier étage. Là, ça a été un petit peu dur jusqu'à 6h30, où il voulait absolument descendre. Il a tenté plusieurs fois de descendre. Bon, heureusement qu'il s'arrêtait, il ne mettait pas les pieds dans l'eau. Mais bon, à chaque fois, il fallait leur amener un peu de force. Le raisonner, c'était très difficile, quoi. Et puis, à 6h30, il s'est couché. Enfin, il a commencé à dormir, mais moi j'étais inquiet parce que je me dis, je voyais plus ma femme, j'ouvrais la fenêtre, j'essayais d'appeler, et j'avais aucune réponse, quoi. J'entendais des gens qui criaient à droite à gauche, mais la nuit, on ne sait pas trop où c'est, etc. À partir de quand vous avez eu signe de vie et signe des secours? Tout de suite, vers 7h du matin, j'ai des pompiers bénévoles, je pense de la Faute-sur-Mer, qui sont venus me rassurer en disant les grands moyens sont... Ils vous ont dit que votre femme était... Non, ils m'ont pas dit. Ils m'ont dit mais elle est peut-être au poste de secours, etc. Je connaissais pas du tout l'organisation, et déjà je commençais à entendre les hélicoptères qui tournaient. J'ai pu faire un signe à un hélicoptère de la gendarmerie. J'ai vu que le gars qui était à l'hélitreuillage me répondait, m'a fait un signe. Donc je savais que j'avais été vu, quoi. Donc, et vous n'avez été secouru que à 14h? On n'a été secouru que à 14h, quoi. D'accord. C'est vrai que c'est long. C'est très long, l'attente. C'est très long, mais bon, j'ai pu m'organiser pour faire manger le gamin, lui faire boire du lait chaud. Enfin bref. Et soulagement, évidemment, vous êtes retrouvés dans l'après-midi, tous les deux, ensuite, tous les trois. Alors moi, par contre, j'étais très 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 inquiète parce que quand l'équipe de pompiers m'a dit on y va, on envoie quelqu'un, et en fait, il s'est écoulé 4 heures, et moi, au bout de 3h30, j'ai commencé à craquer parce que je savais qu'il y avait vraiment des choses très très graves. Par rapport à votre fils? Non, par rapport aux gens décédés, et que je pensais que peut-être la mezzanine s'était écroulée, qu'ils s'étaient tués et qu'ils n'étaient plus en vie, quoi. À partir de quel moment vous avez pris conscience finalement de l'ampleur de ce qui s'était passé?
Moi, je m'en suis aperçue à 4h15, j'avais tout le scénario dans la tête. Ouais. C'est-à-dire que je savais litreuillage obligatoire, Zodiac. Au petit jour, vous avez mesuré visuellement. Tout à fait. Moi, dès 4 heures, puisque j'ai vu l'ampleur des dégâts, que j'ai tout de suite pensé digue, machin. Et puis comme mon mari, juste avant que je parte, m'a dit, mais c'est aussi la mer, c'est la conjoncture de 3 trucs. Ouais. Donc j'ai dit, bon, ok, j'ai pigé. Donc c'est pour ça que je veux absolument être à l'extérieur pour essayer d'avoir le plus vite. Parce que je ne savais pas à quelle vitesse allait monter l'eau. Et ça m'a fait très très peur. Et c'est ce qui m'a obligée à partir. Parce que je me suis dit, ils vont mourir coincés là-haut. Parce que nous, pour percer le plafond, c'est un plafond de 6 mètres. Ouais. Et mettre un enfant autiste sur un plafond de un toit de 6 mètres, c'est impossible. Donc voilà, c'était extrêmement... C'est pour cette raison que j'ai vraiment pris la décision de partir. Mais tout le monde, je pense qu'il ne faut pas le faire, mais que quand on se sent capable, et dans une circonstance particulière comme une personne handicapée comme Sébastien, on peut être amené à le faire. Qu'est-ce qui permet de tenir dans ces moments-là ? Je dirais l'espoir d'être secouru à un moment donné. Moi, je me sentais bien dans mon premier étage, bien entre guillemets, bien que la température baissait de plus en plus, il faisait de plus en plus froid, c'était intenable. Mais bon, je me disais, bon, je suis pas dehors, je suis pas dans le vent, je suis pas sous la pluie. Le gamin, il dort tranquillement, il se réchauffe, etc. Bon. Voilà, quoi. Et puis je voyais, bien sûr, j'entendais les hélicoptères dès 7h le matin, j'ai entendu les hélicoptères, la valse, ils élitreuillaient déjà des gens en face, il y avait des enfants, etc. Donc, c'est les premiers qui ont été élitreuillés, je pense que c'est les gendarmes qui s'en sont occupés, et après seulement, tout de suite après, les pompiers, la protection civile, et puis l'armée qui est venue après. Lorraine Pinault, vous avez rencontré beaucoup de ces victimes, de ces rescapés, surtout de cette tempête au centre d'urgence. Quels sont les points communs des témoignages de ce que vous avez entendu ces derniers jours ? Le point commun, c'est la très grande peur des gens au moment où ils arrivent. Maintenant aussi, le point commun, c'est la très grande force de ces gens parce que finalement, il y a des gens, dans ces situations-là, les gens réagissent différemment. Vous avez des gens qui vont craquer très rapidement, d'autres qui ne réalisent pas ce qui se passe, et d'autres encore qui sont tristes, en colère. Enfin, on passe par différentes phases, mais globalement, on se retrouve devant des gens très simples, très dignes, qui nous remercient pour notre présence et pour tout le secours qu'ils leur a apporté, et qui sont très courageux. C'est ça. Alors il y a une cellule psychologique, de soutien psychologique qui a été mise en place à l'Aiguillon-sur-Mer pour les personnes qui le souhaitent. Elle est dirigée par le docteur Bescon. Elle est composée de 9 personnes. Il y a donc ce psychiatre, docteur Bescon, de l'hôpital Mazurel à La Roche-sur-Yon, une psychologue et puis également 9 infirmiers en santé mentale. Je vous propose d'écouter le docteur Bescon qui nous explique quel est le rôle de ces cellules et ce qu'ils apportent aux victimes qui viennent les voir. Écoutez-la. Le rôle, c'est l'accompagnement psychologique des victimes. Essentiellement donc l'accompagnement, dépister aussi des troubles psychiatriques éventuellement plus importants dans le cadre de catastrophes, et un autre versant qui est de l'accompagnement des sauveteurs aussi sur le plan psychologique, qui sont amenés à voir des choses difficiles, des corps, sauver des corps, des morts, et recueillir aussi la détresse des gens, donc c'est un peu difficile de savoir des fois pour eux. Qu'est-ce que vous êtes censé leur apporter tout de suite en fait ? Tout de suite, c'est d'essayer de verbaliser leurs émotions pour éviter et pour permettre d'être préventif par rapport à des événements psychotraumatiques et des troubles psychotraumatiques qui viennent après. C'est-à-dire que ce ne sont pas des images que les gens vont effacer comme ça, les aider à verbaliser et puis les soutenir aussi, savoir qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont un peu revenus dans le monde des vivants aussi. Jean-Marie Pogul, le président du Secours catholique qui était hier soir sur ce plateau, nous disait finalement que dans un premier temps, les gens finalement tenaient le coup, mais qu'il y avait ensuite une seconde phase où ils s'écroulaient. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez constaté ? Pas forcément. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui ont tenu le coup jusqu'au bout et qui ne se sont jamais écroulés. C'était votre cas, M. Missler ? Non. Je peux pas dire que je me sois écroulé, mais quand j'ai eu à recevoir quelque chose du Secours catholique, que ce soit d'abord des encouragements, un accompagnement verbal, et puis là tout récemment j'ai reçu une petite aide financière. Là j'ai craqué parce que, comme je disais, nous on a aidé quand à Haïti, on a donné de bon cœur et tout ça sans penser, je dirais, sans penser qu'on viendrait
sans penser un jour. Et puis le fait de recevoir, il y a quelque chose qui se retourne et là vous craquez pas longtemps, en quelques secondes, et les larmes vous viennent facilement aux yeux. Vous avez la voix tremblotante et quelque chose qui serre là et c'est formidable cette solidarité. Voilà, tout à fait. Alors l'élan de solidarité, vous l'avez aussi constaté au centre d'hébergement, donc d'urgence, qui a été mis en place. Vous y étiez dès dimanche après-midi jusqu'à hier soir encore, Lorraine Pinault. Comment a fonctionné il a été d'abord mis en place très très rapidement. Jusqu'à combien de personnes vous avez accueilli là-bas ? Une centaine de personnes au total ont été hébergées dans la nuit du dimanche soir, et il est possible que... Et ces personnes ont été relogées par la suite. Nous, on a été déclenchés au niveau de la Croix-Rouge en environ de midi. On était sur place à 13h30. On a été un peu retardés du fait qu'il y avait beaucoup de véhicules aux abords du sinistre. Et je pense que le centre était monté prêt, opérationnel, dans la demi-heure, trois quarts d'heure qui suivait, parce qu'on avait déjà une quinzaine de bénévoles qui étaient là et qui savaient monter. Alors vous avez très vite relogé les gens, parce que hier soir, il y avait encore combien de personnes dans ce centre ? Hier soir précisément, je ne sais pas vous dire. Par contre, je sais que ce midi, il restait 14 personnes qui cherchaient encore à être relogées. Mais on a eu un afflux de propositions, de la municipalité d'une part, mais aussi beaucoup de gens qui se sont présentés ou qui ont appelé pour proposer un hébergement chez eux. Alors autrement, les gens sont hébergés donc chez des particuliers, mais autrement dans des hôtels, dans des centres de loisirs, non ? Je sais qu'il y a eu des logements ouverts par la municipalité, mais je ne saurais pas vous dire quel type de logement. Après, certains ont trouvé des solutions par leur famille, par leurs voisins ou par des amis un petit peu plus loin. Nous, on a essayé de proposer des logements qui soient à proximité, de manière à ce que les gens puissent retourner chez eux rapidement. Voilà. Vous avez eu la chance, si je puis dire, dans votre famille dans la région, qui vous a accueilli tout de suite, en fait. C'est-à-dire que moi, je croyais ma belle-sœur encore en vacances. En fait, elle reprenait le travail le lundi matin. Elle est auxiliaire de vie dans les écoles primaires et maternelles, avec des enfants précisément handicapés, autistes et autres. Et en fait, elle me cherchait au PC. Et du coup, elle m'a trouvée, mais d'un seul coup, je lui ai dit que Christian, Sébastien et la chienne étaient toujours bloqués là-haut et que je ne savais pas s'ils étaient vivants ou morts, mais que les pompiers m'avaient affirmé qu'ils partaient à leur secours et que ça faisait maintenant 3h30 et que là, je craquais. Et donc, elle me dit, mais viens, on y retourne. Et donc, on y est retourné. Et on a mis l'échelle. On s'est remouillé jusqu'à la poitrine. Et puis, ma belle-sœur a vu qu'il n'y avait plus personne, donc on a dit ils ont dû être élitreillés et donc il faut qu'on les cherche. Donc on est retourné au PC. Et au PC, je retourne au SAMU parce que je me suis dit, comme mon fils est autiste, il va aller forcément là. Et là, je revois les gens pour la 3e fois, je dis toujours rien. Mon fils autiste et mon mari, il est grand, il fait 1m80, il a 60 ans, etc. Et tout d'un coup, il me dit, c'est pas eux là-bas. Et puis là, il m'a pris, puis il m'a emmené là. Et donc là, je l'ai embrassé. La retrouvaille heureuse. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui, absolument. Lorraine Pinault, pardon ? Ça retire tout de suite un grand poids, une angoisse. Où c'est qu'elle est passée, est-ce qu'elle est On a parlé tout à l'heure de la cellule psychologique donc pour les victimes. A priori, elle concerne aussi les secours, parce que certains personnels des secours ont aussi besoin d'une aide. Certains se disent, mais peut-être qu'on aurait pu sauver aussi plus de gens, une sorte de sentiment de culpabilité qui s'installe. Quels ont été les moments les plus difficiles pour vous ces dernières heures, Lorraine ? Je ne dirais pas qu'il y a eu des moments plus difficiles. C'est une situation d'urgence, donc on répond dans l'urgence. Que vous maîtrisez. On est dans l'urgence, donc on sait répondre pour ce qui concerne la Croix-Rouge, l'organisation d'un centre d'hébergement. On sait faire, donc je ne dirais pas qu'il y a eu des moments plus difficiles. Évidemment, on est très sensible aux témoignages des uns et des autres. C'est des choses qu'on va progressivement... je ne sais pas comment dire, digérer exactement progressivement. C'est psychologiquement, dans quel état étaient les gens que vous avez reçus la plupart du temps ? Est-ce que vous les avez sentis encore ces dernières heures commencer à refaire un peu surface ? Oui, moi je pense que oui, parce qu'à partir du moment où les gens expriment leurs difficultés... Puis la solidarité fait aussi que ça voilà, booste un peu. Je pense qu'il y avait un étonnement aussi de la part des personnes sinistrées par rapport à l'organisation qui se mettait en place. C'est la très grande solidarité, c'est extrêmement touchant, cette solidarité incroyable
les uns aux autres, que ce soit entre sinistrés, toutes les associations réunies, les pompiers, tout ce qu'ils ont déployé comme moyens pour essayer de sortir presque le maximum de gens avant la nuit, etc. C'est phénoménal. Même si nous, c'est pas possible, on commençait effectivement à leur dire mais c'est pas possible, ça fait 4 heures, et puis tout d'un coup se rendre compte de l'énormité du travail et toute cette reconnaissance qui va vers eux, parce que très sincèrement, et c'est sûr qu'on pense que nous, on a beaucoup de chance et que ceux qui malheureusement ont perdu des êtres chers, c'est vers eux qu'on pense le plus et qu'on a beaucoup de pensées, parce que c'est vraiment terrible, quoi. Oui, Lorraine. Au niveau du centre d'hébergement, ce qu'on a pu remarquer, c'est une très très grande solidarité de la population localement, des élus qui se sont mobilisés. On avait de la nourriture en quantité, chaud et très bon en permanence, avec des gens qui étaient là pour servir. Les gens étaient servis à table. On a eu aussi un afflux de dons très très important, notamment en termes de vêtements, chaussures, et c'était nécessaire. Notre souci, c'était finalement de réussir à trier de manière à ce que les personnes sinistrées se retrouvent rapidement avec la bonne paire de chaussures et un manteau rapidement, quoi. Nous allons marquer une pause dans cette édition spéciale. Edwige Richard va nous rejoindre dans un instant. Elle était à la Faute-sur-Mer aujourd'hui. Nous verrons également quelle est la situation des agriculteurs avec Aïda Valceado. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.